Roissy-Charles de Gaulle. Bagages embarqués, nous voici prêts pour un vol de 12 heures en direction du Japon. Arrivé de bon matin à Osaka, avec 8 heures de décalage horaire, Amigo, notre guide, nous accueille à l'aéroport de Kansai. Notre voyage se décomposera en 2 temps. Un circuit vers l'ouest, en direction d'Hiroshima, puis un retour vers l'est pour rejoindre Tokyo. Notre première visite sera pour l'impressionnant château d'Osaka-jo, qui a joué un rôle majeur dans l'unification du Japon. Forteresse en granit construite au XVIe siècle, censée être imprenable, elle fut pourtant détruite plusieurs fois. Beaucoup de sorties scolaires sur ce site. La construction actuelle date de 1931, rénovée en 1997. Retour en centre-ville pour déjeuner avant notre départ pour Himeji. Himeji est la seule forteresse médiévale conservée au Japon. Le château est aussi connu sous le nom de château du Héron Blanc, en raison de sa couleur blanche extérieure. La tour principale et les piliers intérieurs sont exclusivement en bois. L'édifice échappa de justesse à un bombardement en 1945. Dans les douves, l'on découvre des jardins agrémentés de cascades en tout genre, d'étangs de carpes, de tonnelles de verdure, de bambous. La nature se réveille. Encore endormi, ce jardin du XVIIIe siècle, établi juste en face du château de Yokoyama, est aménagé en plusieurs scènes. La ferme, les cultures, la forêt. Arbres fruitiers, chutes d'eau, étangs, collines,
s'enchaînent de façon harmonieuse. Nous continuons de rouler vers l'ouest. Plusieurs ponts gigantesques enjambent la mer intérieure de Seto pour rejoindre l'île de Shikoku. Ce grand pont de Seto est un complexe à 2 niveaux, train et automobile, rejoignant plusieurs îles sur 13 km, avec 9 km au-dessus de la mer. Route vers Hiroshima. Dépêchons-nous, les cuisinières nous attendent. L'okonomiyaki est une sorte de crêpe contenant viande, poisson, choux, préparés devant nous sur une immense plaque chauffante. C'est le plat favori des habitants d'Hiroshima. C'est ma foi très bon, mais ça tient bien au corps. La ville est mondialement connue pour avoir été détruite en un instant par le largage de la première bombe atomique. Ce dôme est le symbole le plus puissant de la destruction d'Hiroshima durant la Seconde Guerre mondiale. Bien que partiellement détruit, c'est pourtant l'un des rares bâtiments à l'épicentre de l'explosion à être resté debout. Monument des enfants pour la paix. Entouré de guirlandes, des milliers de grues en origami de toutes les couleurs, envoyées par les écoliers du Japon et du monde entier. Nous continuons notre visite par l'incontournable musée du mémorial de la paix d'Hiroshima. Une reconstitution de ce jour dramatique est proposée. Le temps est très clair en ce 6 août 1945. Le B-29 Enola Gay largue à 8h14 sa bombe. Elle fait immédiatement 95 000 morts. 70 000 morts s'ajouteront au premier bilan, des suites de brûlures et d'irradiation. Le 14 août 1945, le Japon signe sa reddition. Sont exposés également des objets personnels récupérés après le désastre. Touchés par cette présentation, nous reprenons nos esprits en ville. Ici en mars, c'est la fin de l'année scolaire. Ces étudiantes viennent de terminer leurs études de commerce. Ce soir, nous dormirons en face
de l'île de Miyajima. Pas de chance, il pleut pour la traversée. Au loin, nous apercevons le torii flottant, symbole de l'île. Au terminal passager, nous apprenons que Miyajima est jumelé avec le mont Saint-Michel. Face au sanctuaire, les pieds dans l'eau, se trouve un impressionnant torii vermillon. Il servait d'entrée symbolique pour le sanctuaire. À l'entrée des lieux saints se trouve un bassin de purification où les visiteurs se lavent leurs mains avant de pénétrer dans l'enceinte sacrée. Sous sa configuration actuelle, le sanctuaire date du XIIe siècle. Les gens du commun n'étaient pas autorisés à poser les pieds sur l'île. Ils devaient s'approcher par bateau en passant par le torii dans la baie. Un prêtre shinto officie dans le sanctuaire pendant que les pièces de monnaie tombent. Beaucoup de pèlerins font tamponner un livret attestant leur passage dans le sanctuaire. Les omikuji sont des horoscopes japonais où il faut secouer une boîte dont on tire une baguette portant un chiffre correspondant à un casier. Si votre prédiction est mauvaise, vous pourrez la conjurer en l'accrochant sur un présentoir spécial. Rien n'interdit de rejouer. Au Japon, pour gagner la protection des esprits ou remercier de leur bienveillance, les gens font des offrandes de saké au sanctuaire. Sur l'île, l'huître locale se déguste grillée dans tous ses états. Elles sont énormes. D'ailleurs, celles-ci sont pour nous. Repus, nous faisons demi-tour et repartons vers l'est. Totale de 1320 mètres carrés se compose d'un bâtiment principal, d'une porte Nagayamon, d'un entrepôt à riz et d'un entrepôt intérieur. On peut y admirer la beauté de l'architecture traditionnelle en bois de Kurashiki, ainsi que le sens esthétique japonais. La particularité de cette maison est la porte Nagayamon, que les gens du peuple n'étaient pas autorisés à posséder à l'époque. Elle ouvre au milieu d'une longue bâtisse appelée Nagaya. Le bâtiment principal est séparé de l'ancienne route par cette porte, suivie d'une cour intérieure. En l'absence de véritable porte d'entrée principale, les visiteurs ordinaires pénétraient dans la maison par le doma, vaste entrée au sol en terre battue. Les hôtes de marque, eux, empruntaient un passage traversant un jardin et qui conduisait aux pièces de réception. Déchaussez-vous
et imprégnez-vous du wabi-sabi, la beauté des choses imparfaites, éphémères et modestes qui émanent de cette ancienne maison traditionnelle japonaise. L'entrepôt Harry est l'unique construction accessible sans se déchausser. Merci de votre intérêt pour la maison Ohashi. Nous espérons que vous avez apprécié notre visite. Bien reposés et disciplinés, nous prenons un train de banlieue pour rejoindre Okayama, puis Kyoto. Le réseau de trains à grande vitesse Shinkansen est devenu l'emblème du Japon moderne. La densité de la population, alliée à l'excellence du service, explique la grande popularité des transports publics. Ce train roule sur un réseau spécifique, dans un grand confort et avec ponctualité. Le retard moyen sur l'année est de moins d'1 minute, incluant toutes les défaillances techniques, mécaniques ou humaines. Après notre descente, les passagers font tranquillement la queue pour monter dans la rame. Initialement construit au XVIIe siècle pour servir de garnison, ce château fit office de résidence temporaire des shoguns jusqu'au XIXe siècle. Le shogun est en quelque sorte un grand général pacificateur des barbares. Puis il devint un titre indiquant souvent le dirigeant militaire. L'empereur, lui, restait le dirigeant et le gardien des traditions. Ce complexe bouddhiste, à l'architecture monumentale, figure parmi les plus grandes constructions en bois du monde. Derrière ces très grandes et magnifiques portes, des halls de taille impressionnante se succèdent avec force. Dédié aussi bien à Shiran, le fondateur du courant, qu'à Bouddha, il offre de vastes espaces intérieurs recouverts de tatamis. C'est un temple bouddhique au nord de Kyoto, construit à flanc de montagne, autour duquel est installé un jardin sec, puis un jardin japonais magnifique. Un jardin sec est un jardin composé de sable, de rochers, de gravier et de mousse, sans autres plantes, créés dans les monastères et les temples zen, d'où leur nom courant de jardin zen.
nous croisons dans ce quartier beaucoup de jeunes et élégantes japonaises en kimono. Ne pas confondre avec les geishas, qui ne sont ni des prostituées, ni des poupées, mais des artistes qui louent leur savoir-faire. En danse, chant, poésie, calligraphie, arrangement floral, art de la conversation. Une pause avant un spectacle de musique et d'art japonais. Restons dans la tradition japonaise. La viande de bœuf de Kobe est élevée et sélectionnée pour produire une viande persillée de gras qui donne une texture tendre et savoureuse. Au beau milieu du jardin et des étudiants, ce temple bouddhiste du XIVe siècle, brûlé à de nombreuses reprises, a été rénové en 1987. Il impressionne par ses parois recouvertes de feuilles d'or. Dans les jardins, tout est propre, ratissé. Pas une feuille ne dépasse. Autre temple bouddhiste zen, présentant de magnifiques panneaux décoratifs. Son jardin sec, constitué de 15 pierres que le regard ne peut jamais embrasser ensemble, flotte sur une mer de sable. Autour du jardin zen, le jardinier japonais privilégie les essences qui marquent le cycle des saisons. Notre chauffeur nous dépose en ville. Ici, tout est propre, emballé, bien présenté, et même facile à consommer immédiatement. Amigo compte ses petits avant d'aller au restaurant.
tout le monde a réussi à glisser ses jambes sous la table. Visite d'une brasserie de saké. C'est un des alcools les plus consommés au Japon. Son obtention s'apparente plus au brassage de la bière. Il est conservé dans des tonneaux en bois de cèdre. On le déguste en apéritif, mais surtout pendant les repas. Ce temple bouddhique cultive le secret d'un intérieur bien gardé. On y trouve 1001 statues de la déesse bouddhique de la compassion, Kamon. La couleur et les jardins sont propices à la photographie. Voici le temple-école du bouddhisme zen japonais. Le magnifique jardin attenant, planté d'érables et de bambous, rend hommage au patrimoine culturel du pays. Ce matin, nous roulons vers Uji, à 15 km au sud de Kyoto. Transformé en temple bouddhique au XIe siècle, le temple s'organise autour de l'étang, dans un cadre sublime. Sur les pignons du toit, les phénix ouvrent leurs ailes. Le Japon est très construit. Ici, la densité de la population est de 330 habitants au kilomètre carré, contre 110 en France. Les Japonais sont 126 millions. Le mont Koya est une montagne sacrée et un lieu de pèlerinage bouddhiste, où les voyageurs viennent effectuer une retraite religieuse ou spirituelle dans l'un des 117 temples. Encore une autre chance de venir ici, passer une nuit dans un monastère, oui. C'est une bonne expérience. Nous croisons de nombreux pèlerins en habits, tuniques, pantalons et chausses blanches, complétés d'un chapeau de protection pointu en paille. Pour rejoindre le mausolée de Kobo-Deski, l'un des fondateurs au IXe siècle du culte bouddhique, l'on doit traverser un immense cimetière de 200 000 tombes, au milieu d'une forêt de cyprès. On se délecte ainsi d'une marche mystique entre les cimes gardiennes d'un cimetière qui s'étend à perte de vue.
avant de passer le pont, n'oublions pas d'honorer les figurines. Au sanctuaire, ne pas déranger la méditation des moines. Donc, pas de photos. Après une nuit dans un hôtel très traditionnel, d'une propreté exemplaire, nos roulettes de valises ont même été nettoyées avant de pénétrer dans le hall. Nous repartons pour la visite d'un autre temple. Au faîtage du temple, 2 figurines en forme de dauphin protègent l'édifice contre la foudre et les mauvais esprits. Sur le côté, une statue d'un disciple de Vairocana. On lui attribue des pouvoirs de guérison. Ce grand temple est connu pour être la plus grande construction en bois du monde et hébergeant un monumental Bouddha assis en bronze de 437 tonnes. Cette majestueuse statue représente le Bouddha de la lumière, Vairocana. Sur le côté, 2 gardiens à l'aspect menaçant protègent Vairocana. En contournant la statue, on voit sur l'arrière une colonne de bois percée d'un trou à sa base. Celui qui réussit à passer par ce trou, de la taille exacte des narines du grand Bouddha, connaîtra l'éveil. Le long sentier qui mène au sanctuaire offre une ambiance saisissante, avec ses milliers de lanternes en pierre gagnées par la mousse. À l'intérieur, les petites lanternes de bronze suspendues, offertes par les fidèles, ornent cette dominante vermillon. Ce lieu est considéré comme la source de la civilisation et des arts japonais. L'ensemble du site étant sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'enceinte, avec sa pagode à 5 étages, et le kondo, pavillon principal où sont conservées les statues en bronze et en bois de camphrier du 7e siècle, sont les 2 principaux pavillons. Nous quittons Nara pour rejoindre Toba, sur le bord de la baie d'Ise. Et gagner de l'âge. La femme, pour atteindre le fond plus rapidement, plonge lestée d'un poids d'environ 5 kg qu'elle tient à la main. Puis, quand elle veut regagner la surface, elle tire sur les cordes de sécurité passées autour de sa taille. À ce signe, le mari, resté sur le bateau, la remonte à la surface. Le travail des plongeuses commence au printemps, vers le mois d'avril, et prend fin vers le mois de novembre. Elles se mettent à l'eau en moyenne 2 ou 3 fois par jour,
Chaque série de plongées dure d'une demi-heure à 1 heure. Comme vous avez dû le remarquer, les plongeuses émettent pendant le travail un sifflement produit tout à fait naturellement qui permet la régulation de leur respiration. En effet, au moment de la remontée à la surface, une brusque et grande aspiration après une plongée profonde pourrait provoquer des lésions aux poumons et au cœur. Ce sifflement est empreint d'une sorte de mélancolie, c'est pourquoi on l'appelle aussi Umi no Nageki, c'est-à-dire lamento de la mort. Et dans notre région, tant qu'il y aura la mer, nous verrons toujours évoluer, n'en doutons pas, la silhouette vive de cette plongeuse. La perle se forme grâce à l'introduction d'un corps étranger dans l'huître qui se protégera en l'encerclant de nacre. Un peu plus loin, nous rejoignons les roches mariées dans la baie de Futami. Le couple éternel de la mythologie shinto, uni par une corde au torsade imposant. La grenouille étant considérée comme un messager de la divinité du sanctuaire. Le soleil se couche sur la baie. Installation à l'hôtel pour étudier le menu de ce soir. Je n'ai pas compris grand-chose, mais nous ne serons pas déçus par le dîner. Il fut somptueux et raffiné. Le Japon forme un archipel de 6852 îles, dont les 4 plus grandes représentent à elles seules 95% de la superficie du territoire. C'est la 3e économie mondiale, devant l'Allemagne et la France, avec un chômage de 2,8%. L'économie japonaise est principalement une économie de services, avec toutefois une industrie bien présente. Le secteur tertiaire occupe 70% de la population active. Au premier contact, les Japonais sont souriants, agréables, polis et très disciplinés. La cérémonie du thé est un art traditionnel inspiré en partie par le bouddhisme zen, dans lequel le thé vert en poudre
Le matcha est préparé de manière codifiée. Bienvenue, bienvenue, et là, bienvenue. Bienvenue, oui. Bonjour. 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 こちらね、玉露の砂糖お茶C'est le goût original de matcha, matcha, ok. Vous avez déjà, tout à l'heure, vous avez déjà goûté la grâce. Pas d'odeur de poisson dans ce marché. Tout est coupé, préparé et emballé. Nous continuons notre route vers la station thermale d'Akon et de son ryokan équipé d'un onsen alimenté par une source chaude. Ce matin, la télécabine nous dépose sur un flanc de montagne volcanique dont les émanations de soufre empestent l'air. De là-haut, on peut également déguster des œufs noirs cuits à l'eau chargée de soufre. Le ciel est avec nous. Il nous laisse entrevoir le mont Fuji. Embarquement loin des vapeurs soufrées sur un lac formé par une éruption d'il y a 3000 ans. Nous pénétrons dans un temple bouddhiste de l'école Dojo, qui abrite un splendide jardin japonais. On se recueille devant les centaines de statues Jizo dédicacées aux enfants décédés et placées pour une durée de 1 an. Ce bâtiment abrite une statue en bois de 9 mètres recouverte d'or, représentant un Bodhisattva. Cette statue aurait échoué sur le rivage, d'où la construction du temple en 736. Une grotte abrite également des centaines de figurines Jizo. Non loin de là se dresse une statue du Bouddha Amina. Ce bronze du XIIIe siècle mesure 11 mètres de haut et pèse 850 tonnes. Le pavillon qui l'abritait ayant été détruit par un tsunami en 1498, n'a jamais été reconstruit.
Ce sanctuaire était à sa sortie de terre en 1063 qu'un bâtiment secondaire dédié au dieu de la guerre, Hachiman. Après une victoire écrasante, Minamoto, fondateur du shogunat de Kamakura, entreprend de le magnifier. C'est devenu un important sanctuaire shinto. Il nous reste une quarantaine de kilomètres à parcourir pour atteindre la capitale. Le Washington Hotel, 96 mètres de haut en centre-ville, à proximité de la gare de Shinjuku et de ses commerces. En face de l'hôtel, la mairie. Vous pouvez apprendre la taille de la ville de Tokyo. Après une bonne nuit, et pour se mettre en forme, promenade matinale dans le jardin des 6 poèmes. Cet ensemble forme un tableau mémorable en toute saison. C'est le plus grand musée du Japon. Il rassemble de belles collections d'art japonais, sculptures, rouleaux d'écriture, porcelaine, armures de samouraï, paravents, estampes, kimonos, de très beaux sabres. Il est agréable de se promener dans Tokyo. Les vélos respectent les piétons respectent les feux tricolores et traversent sur les passages dédiés. Nous sommes devenus des pros de la manipulation de la baguette et de la politesse. Courtoisie, respect et propreté. Les Tokyoïtes renseignent avec gentillesse le touriste perdu. Longue allée marchande appelée Nakamizu-dori. Les commerces se battent dans une atmosphère populaire
pour vendre souvenirs, nourriture aux nombreux touristes japonais, mais surtout chinois et coréens. La foule est dense. Nous approchons d'un temple. Le site est littéralement pris d'assaut. C'est le plus vieux temple bouddhiste de Tokyo, érigé en l'honneur de la déesse Kammon. Au loin, le Tokyo moderne, on aperçoit la tour de télécommunication haute de 634 mètres. Les takoyaki sont des boulettes de pâte fourrées au poulpe, saupoudrées de poudre d'algues. Comme nous l'avons déjà vu dans de nombreux temples, chacun veut tirer son horoscope japonais. À côté de l'hôtel, la mairie de Tokyo, œuvre de Tang Kenzo, inspirée, dit-on, par la façade de Notre-Dame de Paris. À plus de 200 mètres, l'observatoire panoramique nous permet d'appréhender l'étendue de la capitale à perte de vue et surtout de sa densité. L'agglomération compte 35 millions d'habitants. Retour à l'hôtel qui, lui, ne mesure que 96 mètres de hauteur. En route pour Nikko, le mont Fuji fait son apparition entre les immeubles de Tokyo. Fondé au 8e siècle par l'ermite bouddhiste à l'origine du site de Nikko, les sanctuaires et les temples sont un havre de paix au cœur des montagnes. Ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal, ne pas voir le mal. Des émas, l'équivalent des ex-voto de nos églises. Ce sanctuaire shinto reprend de nombreuses formes des temples bouddhistes, comme les pagodes et les portes. Les matériaux les plus précieux sont utilisés. Le temple est éclatant d'or, de vermillon et d'autres couleurs vives. La réserve de saké. La pagode à 5 étages est située près de l'entrée du mausolée de Tokugawa, le premier shogun de la dynastie qui devait gouverner le Japon
pendant 3 siècles. Après une pause salutaire, nous remontons vers le Rinnoji. Situé au cœur des montagnes, il a longtemps attiré les moines en quête de solitude. Bouddhisme, shintoïsme, la majorité des Japonais suivent les rites des 2 religions. Cette double appartenance étonne les Occidentaux, qui conçoivent pour la plupart la religion comme monothéiste. Une corde de paille tressée et posée sur le tori protège contre les mauvais esprits. Les croyants peuvent tirer au hasard des bandelettes de papier prédisant l'avenir. Les gardiens ont l'air redoutables. Toujours se purifier avant de rentrer. Les restes du premier shogun, mort en 1616, Tokugawa Ieyasu, sont enterrés ici. Centré autour de la gare la plus fréquentée du monde, ce quartier combine plusieurs visages. Quartier d'affaires et haut lieu de la vie nocturne. Spot de shopping à toute heure. Quel temps demain? Siège bien chaud, petit jet, séchage, je regretterai ces toilettes. Petit déjeuner avec vue. En face du saké, ces tonneaux de vin ont été offerts par les vignobles de Bourgogne et sont consacrés ici à la paix dans le monde et à l'amitié. L'ère Meiji, empereur du Japon de 1867 à 1912, fut une période éclairée, durant laquelle fut adoptée une politique d'ouverture afin d'apprendre du meilleur de la culture occidentale. Ici, si l'on a 20 ans, il est permis d'oublier la discipline uniformisante de la société japonaise et de s'habiller follement et de vivre pendant un temps, ô combien éphémère, l'agréable illusion d'être rebelle.
Edo est l'ancien nom de la ville de Tokyo. Ce musée est consacré à l'histoire de la capitale depuis le XVIIIe siècle, avec des maquettes de maisons traditionnelles et de nombreuses mises en scène. Tokyo a subi 2 destructions. En 1923 par un tremblement de terre et en 1945 par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Notre vol pour Paris est à 23 h ce soir. Il nous reste un peu de temps pour découvrir le quartier d'Odeba. Construit sur une île artificielle dans les années 1850 pour défendre le port, c'est maintenant devenu le siège de complexes commerciaux gigantesques. Un dernier regard sur la baie de Tokyo. Nous garderons un souvenir merveilleux de ce Japon qui a su garder ses traditions et créer une étonnante modernité. Sa culture nous a imprégnés. Le sushi et la vague du zen ont atteint nos rivages.